dimanche, nouveau rendez-vous de votre émission Presse Écho. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, le voyage officiel de Paul-Henri Sandaogo Damiba en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, le président de la transition, a parlé de coopération militaire mais aussi de la conduite de la transition au Burkina Faso, une visite qui a aussi conduit Paul-Henri Sandaogo Damiba auprès de l'ex-président Blaise Compaoré, exilé en terre ivoirienne depuis 2014. Quelle analyse de cette visite du chef de l'État en terre d'Eburni? On en parle ce dimanche. Nous parlons également de cette autre actualité de la semaine, la baisse du nombre de déplacés internes au Burkina Faso. De près de 2 millions en avril dernier, le pays compte désormais un peu plus d'1,5 million de déplacés. C'est le résultat d'un travail de toilettage des bases de données devenues désuètes entre-temps, puisque certains sont repartis chez eux et d'autres avaient donc été comptabilisés plus d'une fois, explique le gouvernement. Autre actualité cette semaine à l'ordre du jour, c'est bien l'adoption de l'avant-projet de loi du nouveau Code du travail en relecture depuis 2015. C'est donc dire que les discussions ont permis de lever les blocus auprès des parties prenantes peut-être. Que promet ce nouveau Code présenté comme réparateur d'un certain nombre d'injustices faites aux travailleurs? Pour aborder toutes ces questions, nos chroniqueurs sont confortablement installés. À ma droite, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, il est avocat et directeur du Centre de recherche internationale et stratégique. Avec nous également Moussa Sawadogo, journaliste indépendant, consultant, expert, média et enseignant dans les écoles de journalisme. En face de lui, Karim Diallo, il est juriste et administrateur civil. Et enfin, Issaka Lengani, il est également journaliste. Bonjour, monsieur, merci donc de votre fidélité. Après donc le Mali, Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est rendu en Côte d'Ivoire où il a été reçu par Alassane Ouattara. À la sortie de la rencontre, le président ivoirien a réitéré son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Les deux chefs d'État ont également insisté sur la nécessité de renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Alors, question, Maître, après le Mali, la Côte d'Ivoire le lundi dernier et le Niger depuis donc ce dimanche, visiblement la diplomatie burkinabé en offensive, focus pour la lutte contre le terrorisme. Pas nécessairement pour la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir que Paul-Henri Sandaogo vient d'arriver au pouvoir et que jusque-là, il n'était pas sorti. Donc il était tout à fait normal. Lui, il est le dernier chef d'État de la sous-région. Voilà. Au pouvoir, il est le plus jeune, voilà, même s'il est un peu plus âgé que Assimi Goïta. Donc il était tout à fait normal que lui, il sorte d'abord, aller vers les autres. Parce que même s'il y a un chef d'État étranger qui veut venir ici, la tradition veut que le plus jeune aille d'abord vers les plus anciens. Donc lui, en allant vers les autres, il ouvre la porte aux autres pour qu'eux aussi ils viennent ici. Donc c'est tout à fait normal, après avoir fait le Mali, qu'il fasse la Côte d'Ivoire et bientôt le Niger. Ce sont les pays membres de l'UEMOA. Bon, il devrait faire aussi le Ghana et le Togo. Parce que si vous vous rappelez, même le président Jean-Baptiste Ouedraogo, qui n'a pas duré au pouvoir, quand il est venu, il a fait le tour des pays voisins. Voilà. Parce que même si on ne s'entend pas, il faut faire en sorte à ce qu'il y ait une coexistence pacifique entre vous. Parce que vous vous rappelez que pendant la guerre froide, entre l'URSS et les États-Unis, ça n'allait pas. Mais il y avait ce qu'on appelait la coexistence pacifique. Il faut faire en sorte que l'ennemi, même votre ennemi, là, vous puissiez au moins vous entendre sur le minimum. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'il ait un Côte d'Ivoire. Mais là, l'autre enjeu stratégique, c'est aussi la lutte contre le terrorisme, parce que nous partageons une grande partie de notre territoire en termes de frontières avec le Niger. S'il n'y avait pas de terrorisme, on a des intérêts en Côte d'Ivoire, comme on a des intérêts au Ghana, au Togo, au Niger, au Mali, même s'il n'y avait pas de terrorisme. Donc le terrorisme venant s'ajouter, raison de plus pour qu'ils en discutent. Voilà, bon, je vous ai dit, les autres présidents aussi étaient partis dans cette tournée-là, même la Misana, tout ça, mais il n'y avait pas de terrorisme. On a toujours des intérêts entre nos deux pays, surtout avec la Côte d'Ivoire. Parce que il y a plusieurs millions de Burkinabés. Oui, et n'oubliez pas qu'il fut un temps où une grande partie du Burkina Faso faisait partie de la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelait la Haute Côte d'Ivoire. Donc on a toujours intérêt à discuter avec n'importe quel pays. Et pendant longtemps, la Côte d'Ivoire était notre seule porte à l'extérieur.
pendant tout le régime de Maurice Yamuego, c'est par la Côte d'Ivoire seulement que le commerce se faisait. C'est la Lamizana qui est venue entamer la diversification avec d'abord le Togo et puis ensuite est venu le Bénin et le Ghana. Donc on a beaucoup de racines là-bas. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont des propriétés terriennes en Côte d'Ivoire, etc. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait un Côte d'Ivoire, comme il ira dans d'autres pays aussi, je pense. Donc moi je ne vois rien d'exceptionnel. Quant à la rencontre avec Blaise Compaoré, c'est tout à fait normal. Bon, on va y revenir. D'accord. Alors, Moussa Savadogo, à la sortie de cette rencontre, c'était Alassane Ouattara, presque conquis à la cause de Paul-Henri Sandaogo Damiba qu'on a vu. Qu'est-ce que cela sous-entend? Merci. Je crois qu'il n'y a rien de surprenant. Parce que quand on regarde le rôle que la Côte d'Ivoire a joué dans la venue de Blaise Compaoré, ça montre quand même que Alassane a une oreille attentive pour ce qui se passe au Burkina ici. Et on a vu aussi comment la CEDEAO s'est comportée avec le Burkina Faso, contrairement au Mali et à sa position au Mali. Et on sait que la Côte d'Ivoire a quand même une voix qui porte au sein de la CEDEAO. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a été quand même un peu l'avocat du Burkina Faso au niveau de la CEDEAO. Maintenant, cette sortie-là... Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Mais ce qui peut bien expliquer cela, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que la stabilité du Burkina Faso est très importante pour la Côte d'Ivoire. Parce que on a des liens historiques, mais aussi on a une forte population en Côte d'Ivoire. Donc l'instabilité au Burkina Faso ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire indifférente, parce que je ne le souhaite pas. S'il y a un mouvement massif de Burkinabés en dehors de leur pays, je pense que la première destination sera la Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, la Côte d'Ivoire sera impactée. Donc, il est tout à fait important à ce niveau-là que le Burkina et la Côte d'Ivoire aient de très bonnes relations, mais que la Côte d'Ivoire contribue aussi à la stabilité du Burkina Faso. Maintenant, je dirais que dans l'ordre normal des choses, peut-être que la première visite de Damiba serait la Côte d'Ivoire, si les choses se passaient très bien, à cause de notre histoire, les intérêts que nous avons. Mais on a vu que là, la Côte d'Ivoire est venue après le Mali. Donc ça veut dire que peut-être que dans la diplomatie burkinabé, il y a peut-être un élément nouveau qui va définir le comportement des autorités. C'est la lutte contre le terrorisme d'abord. Parce qu'on est d'abord parti au Mali. C'est la priorité. Ensuite, la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a un autre rôle à jouer parce que n'oubliez pas que la France, qui est quand même un acteur très important dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, est en train d'installer une école de formation en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout un QG en Côte d'Ivoire pour former, etc. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sur le plan militaire, depuis qu'il y a eu des incursions terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire, s'est dotée d'armes de surveillance, notamment ils ont beaucoup investi pour les drones et consorts. Et je pense que dans une mutualisation, je pense donc, que il y a une expérience à acquérir auprès de la Côte d'Ivoire. Le front sud vers la Côte d'Ivoire, je pense qu'on pourrait, comme on demande la mutualisation des efforts dans le Sahel, je pense qu'avec le front sud aussi, il y a des opportunités. Donc, prendre langue avec la Côte d'Ivoire, discuter de tout ça avec la Côte d'Ivoire, je trouve que c'est normal. Maintenant, il va aller au Niger. Je pense que tout cela obéit d'abord à un impératif sécuritaire d'abord. Et après, peut-être que quand tout cela sera stabilisé, peut-être qu'on pourra s'ouvrir vers d'autres horizons. Mais c'est sûr que la diplomatie burkinabé est active partout. Maintenant, le déplacement du chef de l'État, ça se prépare. Il ne se déplace pas n'importe comment. Ça demande beaucoup de préparation. Et sinon, pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est normal. D'accord. Karim Diallo, que comprendre de cette visite du président Damiba en Côte d'Ivoire? La visite du président Damiba au bord donc, de la lagune Ébrié peut être appréhendée sous deux angles, de mon point de vue. D'abord, sous l'angle organique, lorsque vous interrogez la loi fondamentale de notre pays, vous vous rendez compte que le président de la République est le véritable chef d'orchestre de la diplomatie burkinabé. Et c'est cette prérogative constitutionnelle qui lui permet de nommer des ambassadeurs et des envoyés donc, extraordinaires auprès des pays étrangers et des organisations internationales. Et c'est en cette qualité aussi que les ambassadeurs et les envoyés donc, extraordinaires sont accrédités auprès de lui par les États donc, partenaires du Burkina Faso. Donc lorsqu'on regarde donc, ces différents voyages, on voit que c'est l'exercice pur et simple donc, de la plénitude donc, de ses attributions en matière diplomatique. Seulement dans la pratique, il y a une partie donc, de ces attributions-là qu'il délègue à la ministre en charge des Affaires étrangères.
Donc en réalité, c'est lui le premier diplomate du Burkina Faso, si on peut le dire. Donc, puisque quand on regarde, on est dans un système où il y a une forte concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République et la diplomatie en fait partie. Maintenant, du point de vue matériel, c'est-à-dire des éléments qui peuvent faire donc l'objet de discussion lors donc de cette rencontre avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, en bonne place figure la question sécuritaire, parce que de plus en plus, on voit que ce n'est pas une question qui est propre ou qui est interne à un État donné, mais c'est une question qui touche l'ensemble de la sous-région, dont la passivité dont on a l'habitude d'observer de la part des pays non touchés ne peut pas prospérer pendant longtemps. Voilà. Donc je considère que c'est un voyage qui peut permettre de mutualiser les efforts, de coordonner les actions sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. En dehors de cet aspect sécuritaire, il y a également aussi la question de la situation sociopolitique même du Burkina Faso. Parce que vous savez que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est à la fois proche du président Blaise Compaoré, il est aussi proche du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui en réalité sont des anciens collaborateurs et qui ne se sont séparés qu'au détour du projet de révision de l'article 37 de la Constitution du Burkina Faso en 2014. Voilà. Donc je pense qu'il peut harmoniser les angles, comme on l'a dit. On le dit, et puis permettre donc au pays donc, de s'en sortir. Alors, à la suite donc de cette visite, Paul-Henri Sandaogo Damiba a insisté sur un aspect, c'est-à-dire le respect du délai de la transition. Il a dit que le délai sera respecté, les 2 ans seront respectés. Alors, pour vous, il y a de quoi peut-être taper dans l'œil de la CEDEAO, de la communauté internationale, pour montrer toute sa bonne volonté de ne pas aller au-delà de ce qui a été dit. Oui, le président de la République fait un marketing, si je peux m'exprimer comme les commerciaux. En réalité, c'est ça, mais je considère que c'est un délai qui avait fait déjà l'objet de consensus, donc de l'organisation communautaire, notamment la CEDEAO. Et donc, c'est une façon, de mon point de vue, de donner donc sa parole, de respecter sa parole et d'assurer aussi le président ivoirien qui est un soutien inconditionnel du Burkina Faso, en dépit donc des différentes contingences politiques qu'on a connues quand même, pour qu'il soit rassuré et qu'il puisse porter la voix du Burkina Faso dans les instances sous-régionales. Je pense que c'est une bonne chose. Le délai doit être respecté. Voilà. D'accord. Alors, Lengani, ce n'est pas forcément habituel de voir qu'on déroule le tapis rouge, généralement aux putschistes, mais avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, on a l'impression qu'on est un peu plus flexible, d'abord en Côte d'Ivoire et aujourd'hui le Niger. Bon, le Mali, on pourrait estimer que c'est un pays qui a connu aussi un coup d'État. Il était donc Damiba, je dis donc Damiba, Goïta étant donc un putschiste, ça peut se comprendre, mais que la Côte d'Ivoire, que le Niger déroule le tapis rouge à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Comment vous appréhendez cela? Bon, j'ajoute qu'il y a le Ghana aussi qui va suivre incessamment certainement, selon mes sources. Donc vous avez tout à fait raison, effectivement, le tapis rouge est déroulé au président du Faso. Et je crois que cela découle de la situation même du Burkina Faso. D'abord, ce que les uns et les autres ont dit, à savoir que tout ce qui se passe au Burkina Faso ne peut être indifférent à aucun de ses voisins. Parce que nous sommes un pays charnière qui a plusieurs frontières. Et ce qui se passe ici impacte sur les uns et les autres, notamment sur la Côte d'Ivoire. Ensuite, parlant de manière spécifique de la Côte d'Ivoire, nous savons que si la transition a pu s'installer aussi facilement au Burkina Faso, c'est bien du fait de l'appui direct du président Alassane Dramane Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour amener la CEDEAO à être plus ou moins compatissante vis-à-vis de la situation. Parce que lui, comme les uns et les autres l'ont dit, il connaît très bien ce pays, il connaît Alassane Dramane, il connaît le régime, l'antécédent régime précédent, il connaît le nouveau régime précédent, et il connaît les acteurs d'aujourd'hui. Donc vraiment, il est bien placé pour donner des conseils, en tout cas influencer sur la politique régionale en faveur du pays. C'est cela. Et comme on l'a dit aussi, et contrairement à ce que les gens pensent, il y a une forte communauté ivoirienne au Burkina Faso. On ne fait pas attention à ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, peut-être même pas loin de millions. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, notamment au niveau des jeunes commerçants, des étudiants, de certains travails, certaines fonctions par exemple. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, c'est ça, qui sont au Burkina Faso. Et ça compte. Ça ne compte pas comme du beurre. Donc il y a ça aussi. Et bon, que dire en plus sinon que effectivement notre situation va impacter les autres. Et nous avons intérêt
à trouver ensemble, à mutualiser. Et je suis tout à fait d'accord avec celui qui a mis l'accent sur notre frontière ouest, la frontière nord de la Côte d'Ivoire, où effectivement il y a des sursauts, des prémices d'action terroriste. Et comme la Côte d'Ivoire c'est super équipée, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des drones ivoiriens planer autour de Bobo de la Suède, etc. pour voir ce qui se passe. Ça ne m'étonnerait pas. Donc il y a tout ça dedans. Alors, il y a eu la rencontre avec le président Alassane Ouattara. Il y a eu aussi cette autre rencontre, celle avec l'ex-président Blaise Compaoré. Oui, cette rencontre confirme vraiment l'option faite par le président Sandaogo, à savoir la réconciliation nationale, en s'appuyant sur ses prédécesseurs. Je pense que c'est une constante qui a le mérite de montrer clairement ce qu'il entend, ce qu'il veut faire. Maintenant, aux uns et aux autres d'accepter ou de refuser. Ça, il appartient à chacun de juger. Et je pense que c'est une très bonne chose de repartir, en fait, de voir le président Blaise Compaoré, d'échanger avec lui sur la situation, éventuellement les développements qui ont suivi. Comment est-ce que le président de Faso perçoit, comment est-ce qu'il l'interprète, comment il l'explique, et qu'est-ce qu'il attend malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'il attend toujours du président Blaise Compaoré? Je pense que c'est une très bonne chose. D'accord. Alors, maître, concrètement, qu'est-ce que Blaise Compaoré peut-il apporter au président Damiba? Oui, avant ça, je donne une précision. Allez-y. Il faut dire que la Côte d'Ivoire n'avait pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des sanctions contre le Burkina Faso. Je tiens à rappeler ici que le coup d'État a eu lieu le 24 janvier. Et dès le 25 janvier, Bolloré a dépêché Nicolas Sarkozy avec un autre cadre auprès d'Alassane Ouattara pour lui dire de tout faire pour qu'il n'y ait pas de sanctions contre le Burkina Faso. Parce que sanctions contre le Burkina Faso veut dire sanctions contre Bolloré, qui est actionnaire dans le Citaraï, le chemin de fer là, voilà, et dans les ports. Donc ça veut dire que ça fera beaucoup de manque à gagner pour lui et Vincent Bolloré. Donc il n'avait pas intérêt à ce qu'il y ait des sanctions contre le Burkina Faso. Donc cela dit, en plus aussi des relations qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, donc ça explique ceci. Voilà. Donc ça explique la bienveillance de Alassane Ouattara vis-à-vis de Paul-Henri Sandaogo et vis-à-vis du Burkina Faso. Donc il y a des intérêts intercapitalistes aussi qui se jouent. Maintenant, par rapport à Blaise Compaoré, je veux dire une chose. C'est vrai, bon, c'est dans le cadre, puisqu'il veut la réconciliation, il veut entamer une politique de réconciliation. Et Blaise Compaoré est un des acteurs de la réconciliation. Parce qu'il ne représente pas que lui-même, en tant qu'ancien président de la République, il représente beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en lui. Voilà. Donc voilà, comme Issaka Lengani ici présent, même s'ils sont de moins en moins nombreux, voilà. Mais même s'ils sont de moins en moins nombreux, il y a des gens quand même qui se reconnaissent en Blaise Compaoré. Et donc, une réconciliation incluant Blaise Compaoré peut avoir un impact plus ou moins significatif aussi au niveau de la nation. Cela dit, il n'y a pas que ça aussi. N'oubliez pas que Blaise Compaoré a été le patron de Paul-Henri Sandaogo. Parce que Paul-Henri Sandaogo, si mes connaissances sont exactes, a fait partie du régiment de sécurité présidentielle. Voilà. Et donc, c'est un peu comme son mentor, comme son patron. Donc, cela aussi peut expliquer. Et nous, même, en dehors de tout ça, il faut dire que même les prisonniers qui sont à la Mako ou à la Maka, il y a des gens qui partent leur rendre visite. Voilà. Moi, sans être client de qui que ce soit, je suis parti rendre visite à des clients à la Mako ou à la Maka. Toute personne peut aller rendre visite à quelqu'un, même s'il est en prison. Encore plus s'il n'est pas en prison et qu'il est chez lui. Donc, humainement parlant même, bon, il pourrait aller lui rendre visite. Voilà. Il peut aller lui rendre visite sans même discuter de conditions ou bien de réconciliation, etc. Mais simplement pour voir les relations humaines sur le plan des relations humaines. Donc, voilà pourquoi ça ne figurait pas sur les activités officielles. Voilà, je trouve ça tout à fait normal. Donc, il y a non seulement les relations humaines, mais il peut profiter aussi de discuter de certaines questions, même si ce n'est pas sur le plan de la réconciliation, sur les questions de gouvernance, sur les questions de lutte contre l'insécurité. Parce que tout le monde sait que Blaise Compaoré était un acteur majeur dans le système. Sa longue expérience de 27 années. Même son carnet d'adresse. Voilà. Même s'il ne se porte plus très très bien, son entourage peut être utile pour une question ou pour une autre. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est rendre visite à Blaise Compaoré, ça pouvait avoir son utilité pratique. D'accord. Merci, maître. Alors, Moussa Sawadogo, une rencontre entre Damiba et le président Blaise Compaoré, qu'est-ce que les deux hommes ont pu bien se dire?
Beaucoup de choses. Mais permettez-moi d'abord de revenir par rapport à ce que Maître a dit sur la bienveillance de Alassane vis-à-vis du Burkina Faso. Je pense que Alassane, quelque part, n'avait pas le choix. Parce que le Mali étant sous sanction, si le Burkina est aussi mis sous sanction, ça veut dire qu'en clair, le port d'Abidjan est coupé du Sahel. Donc ça veut dire que... Première raison, intérêt économique. Non, c'est économique. Je pense qu'il y a vraiment des raisons économiques, plus les raisons historiques et tout ça. Donc je pense que c'est aussi un élément à mettre dans la balance. Maintenant, la rencontre entre Damiba et Blaise, je trouve que c'est logique. C'est logique parce que si Damiba a fait venir Blaise au Burkina Faso au nom de la réconciliation... non, pour des recherches de solutions à la lutte contre le terrorisme, ce serait quand même inexplicable qu'il aille à Abidjan sans aller le voir. Maintenant, il faut savoir que, qu'on le veuille ou pas, ça, j'ai aucun parti pris, j'observe les faits. Je pense que Blaise Compaoré a encore des leviers qui peuvent jouer dans la situation du Burkina Faso. Pourquoi? D'abord, au niveau interne, il a encore des partisans, des inconditionnels, qui ont quand même une certaine force. Je pense qu'il ne faut pas l'occulter. La deuxième chose, c'est que Blaise a quand même incarné, pendant les 27 ans qu'il est resté au pouvoir, il a incarné d'adresse au-delà du Burkina Faso. Et même au niveau, dans la lutte contre le terrorisme, ou bien certains acteurs proches des mouvements terroristes, je pense qu'il a encore un levier. Regardez un peu ce que son ancien ministre des Affaires étrangères, Bassolé, qui est pris comme médiateur ou modérateur dans les débats au niveau du Tchad. Ça veut dire qu'il a un réseau, il connaît ces acteurs-là, il peut peut-être influencer dans un sens ou en tout cas aider à ramener la paix au Tchad. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours des réseaux. Et ce qui est sûr, Blaise dispose toujours de ces réseaux-là. Et je pense que ce que Damiba recherche peut-être, c'est de voir comment utiliser ces réseaux-là pour pouvoir mener à bien la politique de stabilisation qu'il veut. Maintenant, va-t-il réussir? Se fera-t-il comprendre par le Burkinabé? Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, au Diallo, Blaise Compaoré a des réseaux, Moussa Savadougou l'a dit, mais le problème qui se pose en ce moment, c'est que Blaise Compaoré est condamné à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara et ses camarades. Est-ce que là, à le rencontrer de cette façon, ce n'est pas de cautionner l'impunité au détriment de la justice? Oui, c'est clair qu'il y a certains acteurs qui peuvent le penser ainsi, même si ce n'est pas avéré que ce soit vrai. Je considère que le président Blaise Compaoré, eu égard à son statut d'ancien président de la République et eu égard à son état de santé, je pense que dans le cadre de la collaboration des pouvoirs, il faut faire en sorte que le président Blaise Compaoré puisse rentrer au pays. Et le pouvoir exécutif peut prendre attache avec le pouvoir judiciaire pour voir les aménagements qu'on peut apporter à son régime pénitentiaire, eu égard à son état de santé et eu égard aussi à son statut d'ancien président de la République. Voilà. Soit dit en passant, Blaise Compaoré est aussi burkinabé, donc est aussi ivoirien, pardon. Donc ne serait-ce que pour ça, le président Damiba peut très bien aller le rencontrer en Côte d'Ivoire. Mais moi, je souhaite que la prochaine rencontre soit peut-être dans sa résidence surveillée à Zignaré ou bien en tout cas voilà, à Ouagadougou ici. Parce que tôt ou tard, la question, la situation du président Blaise Compaoré a tendance à cristalliser les débats. Or, lorsqu'on regarde au fond, tous les acteurs politiques de notre scène de la période contemporaine sont issus, si on peut le dire, du cordon ombilical du président Blaise Compaoré. Que ce soit le président Roch-Marc Christian Kaboré, que ce soit le président Zéphérin Diabré, que ce soit les Ablas et Ouédraogo, tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une situation définitive, une solution définitive à la situation du président Blaise Compaoré, en approchant le pouvoir judiciaire. Parce qu'il ne faut pas aussi que cette question soit l'occasion de confrontation entre les pouvoirs dans la République. Voilà, c'est malsain. Les pouvoirs peuvent collaborer. Maintenant, ce qui n'est pas bon de faire, c'est de faire cavalier seul, n'est pas donc impliquer le pouvoir judiciaire, et puis après on se retrouve maintenant dans des débats inutiles et qui ne font pas avancer. Moi, je pense qu'en l'état actuel du Burkina Faso, compte tenu du fait que notre pays est
vraiment au bord du précipice et qu'il n'y a pas de solution qu'on envisage donc à court terme, il vaut mieux traiter définitivement la question du président Blaise Compaoré. Lui-même, je pense, a intérêt à rentrer au Burkina Faso. Mais est-ce que la justice n'a pas défini qu'il a condamné à perpétuité? Il doit faire la prison. La justice a tranché. Oui, je suis d'accord, mais c'est ça, je dis, eu égard à son statut, on peut apporter des aménagements, puisque le régime pénitentiaire... Est-ce qu'un ancien président ne peut pas faire la prison? Oui, il peut faire la prison, tout comme il peut ne pas faire la prison. Tout dépendra des éléments qui feront l'objet de discussion, parce que le pouvoir judiciaire peut aider. Si le pouvoir judiciaire estime qu'il n'y a pas de solution en dehors de la prison, bon, qu'il vienne, on va le mettre en prison, mais c'est sûr que ce ne sera pas une prison ordinaire, comme un citoyen ordinaire. Parce que lorsque vous avez été président de la République, vous ne pouvez pas être traité comme un citoyen ordinaire. Ce n'est pas possible. Ça, même si qu'on le veut ou pas, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Parce que quelque part, c'est l'image même de marque du pays à l'étranger qui sera écornée. Voilà. Donc, on a besoin de Blaise Compaoré ici. Si c'est en prison ou bien ailleurs, on a besoin de lui ici. En tout cas, il faut qu'il soit là. Pour qu'il puisse, voilà, exactement, c'est ça. Merci. Rapidement, Lengani, 30 secondes avant qu'on passe au prochain sujet. Oui, sur la question judiciaire, je voudrais faire signaler, comme l'a dit M. Diallo, par exemple, si on prend le cas de Sarkozy en France, si Sarkozy n'a pas été ancien président, c'est qu'il dormait dans une maison en prison. Ça, c'est clair. C'est parce qu'il a été président que beaucoup d'aménagements, beaucoup de sous-entendus ont été faits pour lui permettre de continuer à être dehors. Cela dit, pour répondre rapidement à Ahmed Tambela, qui dit que le monde autour de Blaise Compaoré est en pleine décrépitude, moi je lui lance le défi sur votre plateau ici, de demander à tous les sankaristes appuyés du MPP que l'on fasse des meetings contre Blaise Compaoré et ses partisans. Je suis sûr qu'on va les écraser à plate couture. Bon, ça, c'est une évidence d'école. Et puis, bon, comme on l'a dit aussi, comme l'a dit Maître Tambela, tout ce monde-là, et Diallo, bon, qu'on le veuille ou non, sort de la cuisse de Blaise Compaoré. Et c'est par rapport à la justice, et moi je suis clair là-dessus, c'est Roch-Marc Christian Kabore qui a fait condamner Blaise Compaoré. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas de justice. Non, la justice est indépendante, Lengani. Ce n'est pas Roch-Marc Christian Kabore, le président, qui a conduit le procès. L'appareil judiciaire est à part, l'exécutif était à part. Tout à fait. Et nous savons, sous nos tropiques et même ailleurs, que la justice est ce que le pouvoir veut qu'elle soit. Ça, c'est une évidence d'école. Ça, je n'invente pas. C'est le même procès. Dans d'autres conditions, n'allait pas se passer de la même manière. C'est évident. Ceux qui étaient au pouvoir ont voulu faire condamner Blaise Compaoré à perpétuité. Ils ont mené leur opération depuis octobre 2014. Ils sont arrivés à leur fin en 2021. C'est une évidence. Bon, donc cela dit, maintenant, l'ordre nouveau peut permettre effectivement de reconsidérer les choses. Et ce n'est pas jeter la pierre à la justice, mais c'est une évidence qu'un tribunal composé autrement aurait abouti à autre chose. Éventuellement à considérer l'opinion publique qui dit qu'elle voulait au moment des faits la réconciliation, qu'on n'a pas besoin de condamner X ou Y dans tel dossier, qu'on pouvait travailler pour une justice traditionnelle, etc. Mais le pouvoir n'a pas voulu. Si Roch-Marc Christian Kabore avait décidé, bon, on passe à la justice traditionnelle pour régler les problèmes politiques et avancer, mais on n'allait pas aboutir à ça. Donc Roch-Marc Christian Kabore a voulu, et lui aussi, il dépend de Blaise. Mais Sandaogo a décidé autre chose. Par exemple, il voit les choses autrement. Donc, moi, je pense que, comme l'a dit Diallo, on arrive à un moment où il faut vraiment savoir quelles sont les priorités de ce pays-là. Et comment faire en sorte... Il y a des gens qui ne pensent pas, qui ne croient même pas du tout qu'il y a un problème de réconciliation. Il y a ça. Il y a des gens qui pensent que la réconciliation n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense qu'il faut respecter tous ces points de vue-là. Mais arriver à trouver un consensus national pour qu'on puisse sortir de ce bourbier qui n'arrange personne. Parce que qu'on le veuille ou non, chacun est redevable de l'un ou de l'autre. Et qu'on le veuille ou non, chacun est responsable de ce qui s'est passé. Et si on veut retourner en 1987, je vous assure, moi, en tant que Lengani Issaka, pour avoir été acteur en ce moment-là aussi, j'ai ma vérité que je peux dire, qui n'a pas été entendue par le tribunal, qui n'a même pas cherché à aller dans ce sens-là. Parce que la vérité, la vraie vérité, n'a pas été dite à ce procès. En 30 secondes, rapidement. Quand Lengani dit que c'est Roch-Marc Christian Kabore qui a fait condamner Blaise Compaoré, là, bon, je n'étais pas dans le secret du procès, mais j'en doute. Parce que la condamnation est venue, n'est-ce pas, après
le départ de Roch-Marc Christian Kaboré de la présidence. Il n'était plus président. Vous avez vu, le procès a même été suspendu et puis repris après. Donc Roch-Marc Christian Kaboré n'était plus président. Ça fait un. Deuxièmement, quand Lengani dit que le procès n'a pas révélé la vérité, est-ce que lui, il a manifesté le désir d'aller témoigner et on lui a refusé cette possibilité? Alors, le procès était public. Toute personne qui pouvait avoir un témoignage à apporter pouvait y aller. Et donc, celui qui n'a pas été apporté son témoignage ne peut pas, ne peut que s'en plaindre à lui-même. Je peux dire deux membres de Tambela pour dire qu'il est carrément dans le faux et sur la question des témoins. Il y a des accusés qui ont demandé des témoignages qui ont été refusés. Comme quoi, même lui-même de Tambela a dit sur ce plateau ici que certains témoignages demandés, c'est pour juste faire la diversion. Ça a été dit. Merci Lengani. Nous n'allons pas épiloguer. Samadogo, rapidement. Sur l'affaire de Thomas Sankara, de Roch-Marc Christian Kaboré qui n'était pas au pouvoir, moi je pense que la transition qui est arrivée n'a pas pour vocation d'arrêter le processus qui était en cours. La transition a tout simplement permis de continuer le processus. Et le processus a continué jusqu'à sa fin, tel que Roch-Marc Christian l'a voulu. D'accord. Merci Lengani. Rapidement. Je vais juste, sans entrer dans la polémique entre les deux, dire qu'effectivement, le problème de la réconciliation au Burkina, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que nous avons raté à un certain moment donné. Parce que je me rappelle très bien ici qu'il y avait des débats de savoir est-ce que la réconciliation doit être conduite selon la justice ordinaire ou selon la justice transitionnelle. Et je sais qu'à l'époque, le HCROUN avait même fait un déplacement jusqu'au Rwanda pour voir comment le Rwanda a pu évacuer le contentieux du génocide. Mais une fois de retour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, les partisans de la justice transitionnelle ont perdu. C'est la justice ordinaire qui a pris le dessus. Et voilà, on est dans cette situation aujourd'hui. Et ça, c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui a décidé. Merci beaucoup. Bon, c'est pas ce que moi je dis. Merci beaucoup. Deuxième sujet à la une ce matin, c'est cette annonce du gouvernement. Le nombre de déplacés internes au Burkina Faso a baissé d'1,9 million de déplacés internes à la date du 30 avril dernier. L'exécutif et ses partenaires tablent désormais sur le chiffre d'1,5 million de déplacés. C'est une baisse de plus de 300 000 personnes. Cela ne veut pas dire que 300 000 déplacés internes sont repartis chez eux, mais ça dénote quand même des chiffres annoncés tantôt par l'exécutif. Oui, mais ça ne traduit pas nécessairement une amélioration. Ça peut être une amélioration dans la situation des déplacés. Donc, ça veut dire qu'il y a un regain de sécurité qui amène certaines personnes à retourner chez eux. Voilà, ça peut être cela. Comme ça peut être dû au fait, n'est-ce pas, qu'il y a eu un certain toilettage qui a permis... Oui, le gouvernement l'a dit clairement, ces deux aspects. Certains sont repartis chez eux. Il y a aussi une grande partie qui était enregistrée doublement, des doublons qu'on a pu extirper, toiletter les bases de données. Ou bien des gens qu'on avait enregistrés qui sont décédés, etc. Donc, voilà. Donc, ça peut être le résultat de cela. Mais au moins, une chose est certaine, c'est que le nombre de réfugiés n'a pas augmenté. C'est ce que je pense. Parce que si le nombre de réfugiés avait augmenté, malgré ce toilettage-là, on aurait gardé le même chiffre il y aurait eu le même chiffre auparavant. Donc, ça peut être un bon signe que la lutte contre l'insécurité porte ses fruits, même si on constate que parfois l'insécurité se déplace de temps en temps. Voilà. Parce que il y a des zones de plus en plus contrôlées maintenant, mais les terroristes savent se mouvoir, se déplacer maintenant pour aller dans d'autres coins, de telle sorte qu'on ne peut pas donner un résultat définitif à l'heure actuelle. Oui. Donc, quand les gens sont en débandade, alors vous ne savez pas de quoi ils peuvent être capables. Voilà. Donc, on a vu, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas très longtemps, il y a la mairie d'Andiem-Tenga dans le Kori-Tenga qui a été brûlée. À Solenzo, ils se sont accaparés de toute la ville, etc. Voilà. Donc, ils essaient aussi de... C'est comme le serpent. Quand vous coupez la tête d'un serpent, il ne meurt pas du coup. Il agonise, il fait des jets pendant un moment avant de... Donc, moi, je pense que... Ce que je pense, c'est que la lutte est arrivée à un niveau tel que ça désorganise un peu les terroristes qui essaient de poser leurs derniers actes, leurs derniers défis, avant que l'État ne se resserre complètement contre eux. D'autant plus que, comme le président a dit, il y a de nouvelles armes qui sont arrivées et qui sont toujours attendues. Il y a de nouvelles relations, n'est-ce pas, avec d'autres pays pour avoir l'apport aussi de leur pays là, dans la lutte contre le terrorisme. Donc, malheureusement, il y a des gens qui meurent toujours. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Donc, quand on dit, par exemple, que la situation s'améliore, ça peut être comme une insulte par rapport à ceux qui sont toujours face au terrorisme.
Alors, mais on espère que d'ici peu, n'est-ce pas, avec la synergie de toutes les actions qui sont menées, on arrivera, n'est-ce pas, à assurer la sécurité de tout le monde dans peu de temps. D'accord. Moussa Sawadogo, que comprendre de cette baisse du nombre des déplacés internes? Plusieurs choses. La première des choses, on peut partir du principe que ces chiffres-là sont les bons chiffres, puisqu'on a parlé de toilettage et tout. Donc, la première impression, c'est que là, on a les vrais chiffres. Et quand on regarde ces chiffres, on est pratiquement au même niveau qu'en fin d'année 2021. Donc, oui. Ce qui peut laisser entrevoir le fait que peut-être la situation des déplacés ne s'est pas empirée. Et si la situation ne s'est pas empirée, on peut se poser la question pourquoi? Est-ce que la conséquence de la lutte, de la riposte du gouvernement? Donc, si c'est ça, on peut dire quelque part, la riposte commence à porter ses fruits parce que même si on continue à avoir des attaques, au moins les attaques ne sont pas de nature à gonfler le nombre de personnes déplacées. Donc, quelque part, il y a peut-être un début de victoire à ce niveau-là, mais il faut être très prudent. Comme Maître l'a dit, le triomphe modeste. Voilà, il faut être très prudent. C'est les chiffres. C'est pas étonnant que dans 2 jours, une OSC sorte pour dire qu'on conteste ces chiffres-là. Donc, il faut être vraiment très prudent. Et comme Maître l'a dit, on continue à avoir des attaques. Donc, on continue à avoir des mouvements de population. Est-ce que c'est des mouvements définitifs sur le long terme ou bien les gens reviennent? On a vu ici même des émissions, une émission de BF1 où il y a eu des témoignages des populations qui sont reparties. Donc, je constate que selon les chiffres du gouvernement, au niveau des personnes déplacées, il n'y a pas de gonflement, il n'y a pas de nouvelles vagues. Donc peut-être que là, on est dans une dynamique de résilience là. Le gouvernement insiste, il y a eu retour de déplacés internes. Il parle de Tiou, Titao, Déou, Seitanga, mais aussi Mangodara. Diallo? Oui, j'ai écouté le ministre en charge de l'action humanitaire donc, sur la question à sa sortie donc, du Conseil des ministres. Il a dit effectivement que au 1er avril 2022, on était à 1 900 000 environ PDI et que lorsque ils ont fait le point, il se trouve autour de 1 500 000 déplacés internes. Donc il y a un écart de 400 000 déplacés internes qui flottent, qui sont retournés probablement. 380 000 exactement. Voilà, merci bien. Voilà, qui sont probablement retournés chez eux. Bon, je considère que ce sont des chiffres fournis par le gouvernement sur la base des données de ces services compétents. Oui. Donc, le gouvernement, mais aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Exactement. Donc, ces deux entités. Ça veut dire que par principe, on ne peut pas contester ces chiffres, mais on peut les analyser. La première analyse que moi je fais, lorsque je suis donc le schéma qui a été présenté, ça veut dire que c'est la situation des personnes déplacées internes qui se sont enregistrées sur les fiches administratives dédiées à cet effet, qui ont été centralisées donc au niveau du gouvernement. Il n'est pas exclu. Il est possible qu'il y ait certains PDI qui ne se sont pas inscrits sur ces fiches administratives-là et donc qui ne sont pas pris en compte. Il peut y avoir quelques PDI, parce que connaissant la situation du terrain, il peut y avoir quelques PDI qui ne se sont pas inscrits. Donc, on n'a pas pu enrôler tout le monde. Donc, on ne les a pas enrôlés. Et pourtant, ils peuvent exister. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les chiffres tels qu'ils sont donnés, ce sont des chiffres au niveau national. C'est bien. Mais j'imagine que dans les données là, il y a des données par région. Ce qu'il faut faire, c'est de faire ressortir aussi ces données par région. Parce que vous pouvez avoir une tendance baissière au niveau national, mais au niveau régional, vous pouvez avoir des variantes. Vous pouvez avoir des régions où le nombre de PDI a augmenté. Donc si vous vous contentez du chiffre national qui est assez un peu reluisant, vous pouvez vous tromper. Parce qu'au niveau régional, il peut y avoir une situation, donc voilà. Ça, c'est le deuxième. Le troisième point, quand j'ai écouté le ministre, les deux raisons qu'il a avancées, il y a une raison que je peux accepter, là où il dit qu'il y a certains déplacés internes qui sont retournés dans les terroirs. Ça, c'est possible. Si c'est avéré, c'est possible que ça va diminuer. Mais lorsqu'il dit que le dédoublement, lorsqu'il parle du dédoublement, les PDI qui se sont inscrits donc 2 fois sur la même liste, ça, en réalité, ça ne diminue pas le nombre de PDI, puisque le nombre de personnes déplacées internes, c'est constant. C'est le fait que le chiffre de départ qui a servi de calcul n'était pas juste, qu'on a eu l'impression, en fait, qu'il y a eu une baisse de PDI. Donc, en réalité, il n'y a pas de baisse. Parce que si le premier chiffre que vous avancez, c'est un dédoublement, il y a eu des doublons là-bas, ça veut dire que ce n'est pas le bon chiffre.
Or, pour faire un calcul, il faut que le chiffre de départ et le chiffre d'arrivée soient bons, pour que si on fait, on a l'écart, voilà, de façon objective. Voilà. D'accord. Maintenant, mais au-delà de ça, ce que je peux dire, c'est que cette question humanitaire, lorsqu'on voit comment elle se passe sur le terrain, elle appelle une collégialité assez plus prononcée des membres du gouvernement. Parce que lorsque vous regardez la problématique, il y a Parce que vous avez l'impression que cette collégialité manque? Non, je n'ai pas dit qu'elle manque, mais je souhaite qu'elle soit, si elle existe, qu'elle soit renforcée davantage. Voilà. Parce que vous voyez qu'il y a le ministère de l'administration du territoire et de la sécurité qui intervient, il y a l'action humanitaire qui intervient, il y a la santé pour la prise en charge des PDI qui intervient, il y a même l'habitat et l'urbanisme qui doit intervenir pour des questions de relogement. Et même l'économie. L'environnement, l'économie. Donc vraiment c'est transversal. Voilà. Il faut qu'au niveau du gouvernement, il y ait cette action collégiale là, pour impliquer tous les acteurs au niveau régional, voilà, pour qu'on ait un traitement assez plus efficace. Et dans ce cas, je pense que les gouverneurs de région, qui représentent donc le président de la République à l'échelle locale, peuvent effectivement coordonner toutes ces actions-là. Voilà. Parce que c'est ça qui peut sauver aujourd'hui le Burkina Faso. Voilà. Merci. Issa Kalengani. Oui. Moi, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a cette nouvelle approche-là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le régime précédent n'avait pas opéré de la même manière, c'est-à-dire pour avoir les chiffres réels, la vérité du terrain. Bon, tout simplement parce que, quelque part, on ne s'est pas préoccupé beaucoup des vrais problèmes. On a pris la question des PDI pour en faire une question politique, où vous avez assisté, on était tous là, chaque jour pratiquement, c'était des missions. Le gouvernement précédent a fait ce qu'il pouvait. Oui, justement, très mal, justement, c'est ce que je dis. Je dis que ça a été très mal fait. Et la valeur de la transition... Il y a eu des acquis tout de même. Bien sûr, je ne dis pas oui, je dis il y a eu des acquis, ça certains, ça, c'est évident. Mais il y a eu des grandes insuffisances. Et la principale, c'était d'avoir, quelque part, transformé nos PDI en une sorte de... et les zones dans une sorte de zoo, où bon, chacun venait... regarder, distribuer, donner ses petits biscuits à gauche et à droite, etc. Pensez-vous que la situation a changé? Ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé entre cette époque et maintenant? C'est ça qui permet justement d'avoir les vrais chiffres. C'est-à-dire le ministère, de mon point de vue, bon, de ce que je sais, a mis ensemble tous les acteurs sur les PDI. Et comme l'a dit Diallo, pour une synergie d'action, tout le monde intervient et n'importe comment. Non. Intervenons ensemble en synergie, organisons tout ça. Et ça permet effectivement de ressortir les doublons, ça permet effectivement de savoir qui est le parti, qui n'est pas le parti, de savoir exactement qui est venu et puis est resté, parce qu'il y a aussi ceux qui sont restés dans les zones qui les ont accueillis, qui sont implantés dans ces zones-là. Donc c'est cette harmonisation, c'est cette synergie des actions qui permet aujourd'hui de savoir exactement et de répondre aux besoins réels des PDI. Or bon, ça veut dire que quelque part avant, on ne faisait pas ça. Et si on ne faisait pas ça, pourquoi? Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de se poser les vraies questions pour savoir où on va et comment on va y arriver. Et on ne peut pas arriver si on ferme les yeux sur les insuffisances passées. Et la principale était le fait que, en fait, la question était gérée comme de folklore. On a vu comment les gens faisaient ici. Et je dis, bon, il faut condamner ça et puis faire en sorte de ne plus retourner dans ça. Faire en sorte donc que tous les intervenants interviennent dans la même direction, sous le même commandement, c'est-à-dire avec le HCR et le ministère qui sont les principaux acteurs dans ce domaine. Cela suppose beaucoup de travail parce qu'il y a ça demande pléthore d'ONG, d'acteurs qui sont sur le terrain. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident effectivement de coordonner les choses. Et on a vu ici, sous l'ancien régime, qu'est-ce qu'on a fait? On a même interdit à certains ONG d'intervenir parce qu'elles auraient mal parlé à des autorités. Ça veut dire quoi? Non, c'était aussi le rôle régalien du ministère de l'Action humanitaire à son temps de recadrer des ONG qui n'interviennent pas dans son canevas. On a été incapable d'amener ces ONG-là pour qu'elles viennent. Elles viennent pour aider. Elles ne viennent pas avec de mauvaises intentions. Mais c'est sur place qu'ils ne trouvent pas les cadres, les moyens pour pouvoir agir. Et dans ce cas-là, il appartient effectivement à l'État d'organiser. Il ne faut pas juste les mettre dehors. Parce que c'est irresponsable. Parce que ce n'est pas eux, leurs parents, qui étaient concernés par les vivres qu'on donnait là, qui les disent, bon, allez-y. Mais le gouvernement a un droit de regard sur ce que font les ONG sur le terrain. C'est son rôle régalien. Mais, mon cher ami, si l'on est ainsi là, mais disons à tous de partir. Non, ils peuvent travailler dans les règles de l'art, dans un canevas défini par l'exécutif. Ça veut dire que l'ancien exécutif a très mal défini les cadres. On ne vient pas parce qu'on veut là, on vient parce qu'on accepte.
Si vous acceptez que les gens viennent, ça veut dire que vous avez fixé les cadres dans lesquels ils doivent travailler. Maintenant, s'ils viennent, ils n'entrent pas dans ce cadre-là, c'est à vous de les recadrer. Mais ce n'est pas de manière populiste et infantiliste de dire ramassez vos bagages et foutez le camp, on ne veut plus de vous. Alors que c'est des gens qui sont utiles. Mais ça, c'est un cas isolé. La majorité des ONG continuaient d'opérer sous l'ancien régime. Je dis, comme on dit, c'est un seul âne dont la bouche blanchit. Oui, mais on ne peut pas l'appliquer à l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le terrain. C'est aussi ça la réalité. Mais il y a cette réalité aussi que, effectivement, sur cette question particulière d'une ONG, je suis tout à fait d'accord que l'État a un droit de regard. Et c'est ce droit de regard-là qui permet aujourd'hui d'organiser les choses. Sans ce droit de regard-là, bon, le ministre Lazare Zoumouréna n'allait pas arriver à organiser les choses telles que c'est fait. C'est ça qu'il faut reconnaître. Et si c'est bon aujourd'hui, pourquoi ce n'était pas bon hier? Il faut avoir le courage de se poser ces questions-là et voir comment éviter de le tourner dans les mêmes bêtises ou de surfaire, parce qu'il y a aussi l'autre inconvénient qui, à vouloir trop régenter, on empêche les gens effectivement de développer les initiatives qui permettent effectivement de tenir compte des spécificités de chacun. Merci beaucoup, Lengani. Moussa. Oui, moi je pense que bon, la guerre des chiffres, on va pas l'éviter. Hein. Les méthodes de travail, le débat, on ne va pas l'éviter. Mais vous savez, dans l'élément qui est passé sur BF1 par rapport à ceux qui sont repartis, il y a un ex-PD qui a dit quelque chose et qui m'a beaucoup marqué. Il a dit ceci: si la saison se passe très bien, nous n'avons plus besoin d'aide. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut travailler. C'est-à-dire les guégués là. Parce que n'oublions pas que les PDI sont d'abord des êtres humains. Ils sont dans des situations qu'ils n'ont pas voulu, ou bien qu'elles n'ont pas voulu. C'est-à-dire que la situation était imposée. Et je vais vous dire quelque chose. Nos équipes qui ont travaillé sur le terrain nous rapportent qu'il y a eu des chefs de famille qui se sont suicidés. Parce que, vu l'état dans lequel la famille se retrouvait, leur incapacité à protéger leur famille, à leur trouver le minimum vital, ça a été insupportable. C'est leur dignité qui était bafouée. Oui, donc ces gens-là... MENA se trouve par exemple dans une tente d'une vingtaine de personnes. Exactement. Nous avons rencontré sur le terrain des familles polygames, issues de familles polygames, dont le mari a disparu. Et les femmes qui s'organisent à tour de rôle, il y a une qui va se prostituer pour faire la cuisine du lendemain pendant que l'autre va se prostituer. Et ça se passe à Kaya, à moins de 100 km de Ouagadougou. Donc ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et je pense que chacun de nous ici peut se retrouver un jour dans cette situation-là. Donc au lieu de la guéguerre, qui a fait quoi, pourquoi tu avais... travaillons en sorte que ces gens-là puissent repartir dans leur lieu d'origine, puissent cultiver, retrouver leur dignité. C'est vraiment ce que ces personnes-là demandent. Le reste, là, je pense qu'on peut faire l'économie de cet débat. Voilà. Non, le débat est intéressant, mais je pense que ne perdons pas de vue que nous parlons d'êtres humains qui souffrent au moment où nous sommes en train de parler. D'accord. Merci beaucoup. Troisième sujet au menu aujourd'hui, c'est l'examen en Conseil des ministres de l'avant-projet de loi du nouveau Code du travail. Le projet sera transmis à l'Assemblée législative de transition. C'est un code qui se veut innovant, qui repart un certain nombre d'injustices selon le ministre en charge du travail. Le processus de relecture est acté donc depuis 2015. Maître, de 2015 à maintenant, on parle de 12 instances qui ont statué. On peut dire enfin l'adoption de l'avant-projet de loi. Possible. Seulement moi, ce que je constate, c'est une inflation de textes en matière de droit du travail. Ça fera le 4e code du travail depuis que je suis avocat. En combien d'années déjà? Moi, j'ai commencé en près de 25 ans. Moi, j'ai commencé avec le code du travail de 92. Ensuite, il y a eu un code du travail en 2004. Puis, il y a eu un code du travail en 2008. Et maintenant, c'est un nouveau code du travail qui va entrer éventuellement en vigueur. Mais est-ce que ce n'est pas normal quand on sait que la situation évolue du jour au lendemain, les réalités changent, le monde évolue? C'est normal. C'est l'évolution qui pose problème. Si vous prenez par exemple, les États-Unis sont toujours avec la même constitution depuis 1776.
nous sommes déjà à la 4e République. Oui, mais la Constitution est différente d'une loi qui doit être griffée à son tour à la Constitution. Mais j'en arrive, puisque la Constitution, c'est la loi qui régit la société. Et si la société évolue, la Constitution doit évoluer. Est-ce que vous avez vu? Mais ça veut dire que chez nous, ça évolue plus qu'il ne faut. Pourquoi? Parce que les textes sont mal étudiés au départ. Quand les textes sont bien étudiés, ils sont solides et ils peuvent durer le plus longtemps possible. Maintenant, on peut apporter des petits amendements de temps en temps. Est-ce que vous voyez? Parce que quand il y a une certaine évolution rapide dans le temps, il manque ce qu'on appelle la sécurité juridique. Or, les acteurs ont besoin de sécurité pour se fixer et pour travailler. Par exemple, prenons le cas d'un homme d'affaires qui était en Europe et qui voulait investir au Burkina Faso et qui connaît le code du travail de 2008. Alors, il apprend qu'il y a un nouveau code du travail qui serait mis en marche. Quelle sera sa réaction? Il va attendre pour voir quel est l'aspect du nouveau code qui va entrer en jeu et puis en quoi ça l'arrange et en quoi ça ne l'arrange pas. Donc, il faut éviter l'inflation des textes, donc bien les étudier avant de les... Donc, moi, je m'adresse maintenant à ceux qui travaillent sur ce projet du code du travail-là, qu'ils mettent l'effort nécessaire pour bien l'étudier afin que cette inflation de textes-là ne continue pas. Deuxième élément, ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, un code du travail, c'est important dans une société. Parce que ça peut jouer sur le recrutement ou le non-recrutement du personnel. Donc, pendant que moi, je faisais mes études en France, il y a eu quelques modifications du code du travail qui sont intervenues. Et certaines modifications ont amené les patrons à ne pas recruter. Parce que quand vous donnez beaucoup d'avantages aux travailleurs, les patrons ne recrutent plus. Ils se disent, à ce prix-là, je préfère travailler avec le peu que j'ai et ne plus recruter du personnel. Vous soupçonnez peut-être cet avant de projet de loi d'aller vers cette dynamique? Non, je donne des éléments d'analyse. Je donne simplement des éléments d'analyse. Par exemple, quand Martine Aubry était ministre du Travail, elle a fait intervenir la loi des 35 heures. Est-ce que vous voyez? Mais ça n'a pas marché. Parce que les patrons ont refusé de continuer à recruter et ces 35 heures ont été battues en brèche. Oui. De même, en Grande-Bretagne, on a constaté cela. Quand les travaillistes venaient au pouvoir, ils donnaient des avantages aux travailleurs, et quand les conservateurs revenaient, ils rabotaient ces avantages-là. Et le résultat, c'est quoi? C'est que ça joue sur le marché de l'emploi. Oui. Parce qu'à certaines conditions, c'est bien de donner beaucoup d'avantages aux travailleurs. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, les patrons vont accepter d'embaucher? Voilà la question. Donc, sans oublier que le code du travail n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est la productivité. C'est faire en sorte que l'économie tourne. Quand l'économie tourne, que vous ayez un code du travail ou pas, les gens embauchent. Les gens créent des emplois eux-mêmes. Parce que le code du travail n'est venu qu'après qu'il y a eu des emplois, qu'on a voulu réglementer maintenant les conditions de travail. Est-ce que vous avez vu? Ceux qui travaillent dans les mines, etc., au 19e siècle, n'avaient pas de code du travail. Et moi, j'ai vu, par exemple, qu'en Amérique, il y a le plein emploi. Voilà. Il y a le plein emploi aux États-Unis comme au Canada. Pourtant, leurs lois du travail ne sont pas très favorables aux travailleurs. Mais le fait qu'il y a le plein emploi, chacun arrive à s'employer là où il veut. Et si ça ne lui plaît pas, un autre jour, il va ailleurs, etc. Oui. Donc, l'essentiel, ce n'est pas de manipuler le code du travail, c'est de faire en sorte, dans la société, à créer des emplois, à donner des opportunités aux gens. Et là, le problème se règle par lui-même. Mais ça ne vous sert à rien d'avoir un bon code du travail qui garantit des droits aux travailleurs si le travailleur n'a pas d'emploi. Parce qu'il faut d'abord avoir un emploi pour bénéficier des avantages du code du travail. Merci beaucoup, le premier point, c'est agir sur l'économie, sur la capacité de créer des emplois, sur l'intérêt de créer des emplois et d'embaucher. Et ensuite, maintenant, on va voir dans quelles conditions on peut mieux organiser les choses. D'accord. Moussa Sawadoro. Oui, ce que dit Maître est vrai, mais attention, je pense que là, on est dans une négociation entre le pouvoir en place et le monde syndical. Et des trucs, et le patronat. Le patronat. Le cadre tripartite. Oui, le cadre tripartite. Mais je pense que c'est aussi un problème de rapport de force à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel à plusieurs fronts en même temps. Et je pense qu'il travaille, c'est ce que je comprends, à essayer de calmer un peu certains fronts. Surtout qu'au niveau de l'emploi, on a un ancien syndicaliste
qu'on connaît. Qui a d'ailleurs obtenu avec Paul Kabatieba, avec Yacoub Isaac Zida en 2015, le principe donc, qui acte la relecture de ce code. Oui. C'était en 2015. Voilà. Et c'est Bassoula Bazi qui a conduit les choses. Exactement. À ce moment, il était syndicaliste. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. Et je pense que sa présence peut être en même temps un élément qui va permettre un meilleur dialogue. Parce que je pense qu'il connaît très bien la réalité de l'emploi au Burkina. Maintenant qu'il est au gouvernement, il connaît très bien la réalité et les forces de choses. Et je pense que quelque part, il peut être celui-là qui va permettre une communication beaucoup plus sincère et beaucoup plus fluide. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. Nous sommes dans un système où même beaucoup d'entreprises qui ont pignon sur rue fonctionnent encore de façon informelle. Je pense que ça aussi, c'est la réalité. Quand on regarde la dernière campagne de la Caisse nationale de sécurité sociale pour essayer de convaincre le patronat d'inscrire son personnel, je pense qu'il y a un flux qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, je pense que le plus important, avant de créer le plein emploi, il faudrait que le travailleur puisse savoir qu'il va travailler dans un domaine où il y a sa sécurité, où il y a beaucoup de choses qui garantissent un minimum de vie. Et il faudra aussi que le patronat puisse justement savoir qu'il se fait de bénéfices, parce que le patronat, ce n'est pas la Croix-Rouge, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils viennent pour faire des business. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'État qui doit être l'arbitre doit faire très attention. Il doit faire très attention pour ne pas pencher d'un côté ou de l'autre. Surtout que dans le cas du Burkina Faso, il y a un acteur qui est très, comment dirais-je, quand il sort dans la rue, les choses changent tout de suite. Ce sont les syndicats. Depuis 1966 jusqu'à même au départ de Blaise Compaoré, on a vu que si les syndicats ne se mêlent pas à beaucoup de choses, il n'y a pas de changement qui advienne à ce niveau-là. Donc je pense que le pouvoir aujourd'hui a intérêt à travailler, à trouver ce consensus-là. Mais effectivement, je suis d'accord avec lui qu'il ne faudrait pas que dans 5 ans ou bien après 2 ans, après la transition, on vienne voir encore la nécessité de changer ce code-là. Donc je pense que j'ai suivi à la télé, apparemment il y a une satisfaction de part et d'autre. Espérons que ça va continuer. Bon, ce qui nous revient, c'est que le patronat et les organisations syndicales ont été pris un peu de court parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas reçu avant ce dit avant-projet de loi, avant que ça ne passe en examen en Conseil des ministres. C'est aussi de nature à ne pas faciliter les choses. Oui, ce n'est pas de nature à ne pas faciliter les choses, mais moi, j'ai suivi, je ne sais plus si c'est sur les antennes de BF1 ou une autre chaîne, un certain nombre de syndicalistes qui disaient qu'en tout cas, ils sont satisfaits sur les principaux éléments. Sur les principaux éléments, il y avait une avancée notable et que ça allait dans le bon sens. Je n'ai pas le fond du dossier, mais ce que je constate... On n'a pas encore obtenu copie. Ce que je constate... Mais déjà, ce qui nous revient en termes d'innovation, il est dit que pas plus de 2 renouvellements de contrats à durée déterminée, ce qui veut dire que les entreprises seront obligées d'embaucher, de donner des contrats à durée indéterminée à un certain moment. La protection de la main-d'œuvre nationale, on dit désormais on donne la priorité aux compétences locales en termes de recrutement. Il est également dit que le télétravail sera acté. Fin également de l'exploitation des sociétés de placement qui s'enrichissent très souvent sur le dos des travailleurs, ce qui veut dire que désormais l'employé, qu'il soit recruté par l'entreprise ou par des sociétés de placement, aura le même salaire. C'est entre autres ce qui a été défini par Bassoula Bazi. Oui, c'est bien, mais pour moi, ça ne garantit pas forcément le plein emploi. Parce que moi, en tant qu'employeur, je vous dis la vérité, j'ai une agence de communication. Et on ne peut pas m'imposer le nombre de personnes que je vais recruter. Donc, la seule chose qui va se poser, c'est qu'on va pousser les entrepreneurs peut-être à faire monter le standard pour essayer de voir. Moi, j'ai vu dans certains pays comme le Rwanda, où effectivement, il y avait des choses comme ça, la préférence nationale et tout, mais toutes les structures trouvaient des moyens pour dire qu'au niveau local, on ne trouvait pas.
Donc, je pense que le plus important, le texte va donner un peu l'esprit, mais je pense qu'il faut travailler à faire la confiance. Et aussi, il revient à l'État. Et ça, c'est peut-être la responsabilité de l'État. Il ne suffit pas de prendre des textes comme ça, mais c'est de faire en sorte que les étudiants, les élèves qui sortent de l'université et de nos écoles-là puissent répondre à ces critères-là pour que effectivement l'employeur qui arrive n'ait pas besoin d'aller chercher quelqu'un en dehors du Burkina. Parce que, et ça, je pense que c'est tout un processus que le gouvernement doit mettre en place jusqu'au niveau des formations des futurs travailleurs. Merci beaucoup, Moussa Savadogo. Nous avons en ligne Seydou Ouedraogo qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Tombiano. Ah, monsieur Tombiano. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Voilà, donc mon bonjour à vos invités. Bonjour. Je viens me prononcer sur le premier sujet. Allez-y, on vous écoute. Voilà, bon, moi je pense que ici, je vois ça dans deux angles. Hein. Dans deux angles, à plusieurs facettes. Il y a notamment la coopération. Parce que vous savez que depuis un certain moment, depuis le coup d'État, beaucoup de pays en tout cas ont fermé leurs frontières et puis ils ont arrêté leur coopération avec le Burkina Faso. Donc je pense que cette visite peut se situer dans ce sens. Secondo, il y a aussi la réconciliation. Donc, pour ajouter là aussi, je pense que ça peut être aussi une pression, voilà, de la France, pourquoi pas pour, sous instruction de la France, dire au président d'Amiba de venir, notamment pour en tout cas, se rappeler toujours du contrat qui est de respecter ici, voilà, ses engagements vis-à-vis de la transition. Donc, je pense que ce volet n'est pas exclu. Monsieur Tombiano? Oui. La France gagne quoi en s'immisçant dans les questions de réconciliation nationale au Burkina Faso? Justement, parce que vous savez, la mentionné à l'entrée, vous savez que Blaise Alassane Ouattara c'est des anciens partenaires de la France, il faut l'admettre. Donc maintenant, je pense que sous instruction de la France, demander au président d'Amiba de venir et de continuer, en tout cas dans le volet où ils ont tracé, je pense que la France gagnerait plus. Donc, je dis c'est un angle, hein, ça fait partie. Et il y a aussi la question de la sécurité qu'il faut aussi inclure. Je pense qu'on aurait plus à gagner en s'unissant, voilà, en fédérant nos efforts et autres pour pouvoir en tout cas faire face à ce terrorisme. Merci beaucoup. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tombiano. Merci de votre contribution. On va continuer sur le sujet lié à l'adoption de l'avant-projet de loi lié donc au Code du travail. Diallo. Oui, c'est un avant-projet de loi qui vise à réviser la loi 028 du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso. Et je n'ai pas eu donc le contenu donc de cet avant-projet de loi, mais sur la base donc de la loi de 2008 que je connais un peu, et sur la base aussi des innovations qui ont été annoncées donc par le ministre Bassor Mambazi, je peux faire donc des commentaires. Voilà. Il faut dire que la relecture d'un texte obéit à un impératif et suit deux méthodes. L'impératif, c'est quoi? Vous révisez le texte parce qu'il comporte des insuffisances, parce qu'il ne prend pas à charge certaines réalités. Ça, c'est l'impératif. Maintenant, la méthode, comment il faut procéder? La première chose qu'il faut faire l'inventaire de l'existant déjà. Vous ne pouvez pas réviser un texte si vous n'avez pas fait l'inventaire de tous les textes qui régissent la matière pour voir est-ce qu'il y a des incohérences ou pas. La deuxième méthode, il faut qu'il y ait une démarche inclusive, dans la mesure où la loi aura vocation à s'appliquer pour tout le monde. Donc, il faut que dans la démarche, elle soit inclusive et que tous les acteurs qui peuvent être touchés d'une manière ou d'une autre par cette loi, que ces acteurs-là puissent être associés. Voilà. S'ils ne sont pas associés, ça va poser des problèmes. Parce que dans la mise en œuvre, vous allez avoir des pressions, vous allez avoir des oppositions. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on accorde les violons, notamment avec le patronat et les organisations syndicales qui disent n'avoir pas reçu jusqu'à ce jour une copie de l'avant-projet de loi. Oui, de mon point de vue, c'est un impératif. C'est un impératif, il faut le faire parce qu'autrement, quand l'Assemblée législative de transition va adopter la loi, je ne sais pas comment on va faire pour l'appliquer. Donc, comme les acteurs seront également entendus à l'hémicycle avant de programmer la séance plénière. Oui, exactement. Mais déjà, le Conseil des ministres est une instance assez sérieuse.
il y a certains détails qu'il faut régler avant d'amener le dossier sur la table du Conseil des ministres. Parce que ce n'est pas bon qu'un dossier qui est validé par le Conseil des ministres soit encore sujet à discussion ou à controverse. Ce n'est pas bien. Il faut que dans la pratique administrative... C'est le processus normal de d'adoption des lois? Non, je suis d'accord, je sais, mais le processus, il est long. Le processus implique plusieurs phases. Mais déjà, avant que l'avant-projet de loi n'aille sur la table du Conseil des ministres, il y a certains détails qu'il faut régler. Ce n'est pas tous les aspects qui peuvent être réglés, mais il ne faut pas qu'il y ait quand même des insuffisances criantes. Ceci étant, du point de vue du fond maintenant, lorsque j'ai regardé un peu la loi de 2008 par rapport au contrat de travail à durée déterminée, il faut reconnaître quand même que la loi de 2008 mettait le travailleur dans une précarisation assez prononcée. Pourquoi? Parce que tel qu'il est fait, on dit qu'il peut être renouvelable ad vitam aeternam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pauvre travailleur qui bénéficie d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, il ne peut même pas aller en banque, prendre un prêt, et puis payer un lopin de terre à non loti, et puis loger sa petite famille. Deuxièmement, il est sous la pression permanente du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Puisque ça veut dire que tu es maintenant soumis donc aux humeurs, aux bonnes humeurs de ton employeur, et ça ce n'est pas bien. Voilà. Parce que par principe même, les contrats à durée déterminée, ce sont des contrats qui sont conclus pour pourvoir à des emplois non permanents. Ça veut dire que c'est des emplois ponctuels. Maintenant, si vous prenez quelqu'un sur la base d'un CDD pour exercer un emploi permanent, parce que vous passez votre temps à renouveler, ça veut dire que l'emploi, en fait, sa vraie nature, c'est un emploi permanent. Puisque le CDD, c'est 6 mois, mais chaque fois vous renouvelez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le poste que le travail occupe, c'est un poste d'un emploi permanent. Est-ce que l'idée, ce n'est pas d'assurer cette compétitivité aussi des travailleurs? Donner l'impression que le travailleur doit toujours mouiller le maillot pour obtenir un renouvellement de contrat? Oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, le processus aussi doit garantir quand même au travailleur un minimum du point de vue de ses conditions de vie et de travail. S'il ne peut pas prendre un prêt en banque, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut même pas s'acheter une moto. Ça veut dire qu'il va aller même à vélo dans son entreprise pour travailler. Il ne peut même pas prendre un prêt en banque. Voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, sur la question du placement. En réalité, qu'il y a une sous-traitance mal élaborée. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'entreprise en question peut avoir recours à un bureau de recrutement de personnel. Donc, normalement, le lien qui existe donc entre l'entreprise et le cabinet, c'est un contrat uniquement de recrutement de personnel. Normalement, dès que le recrutement est fait et qu'on a mis les travailleurs à la disposition de l'entreprise, normalement, il ne devait plus exister de lien entre le cabinet qui a recruté le personnel et l'entreprise elle-même. Or, on se retrouve dans un système où, en réalité, le cabinet recrute le personnel. Les salaires du personnel que le cabinet a permis donc de recruter au profit de l'entreprise ne sont pas reversés en fait aux travailleurs eux-mêmes. Non, c'est reversé au cabinet et c'est le cabinet maintenant qui décide de payer maintenant le salaire des travailleurs qui sont mis à la disposition. Donc ça veut dire quoi? On se retrouve dans une situation où pour la même entreprise et pour le même volume de travail, un travailleur qui est recruté par l'entreprise prend par exemple 100 000 francs par mois. Pendant ce temps, le travailleur qui est recruté par le cabinet et mis à la disposition de l'entreprise prend par exemple 45 000 francs par mois. Ça, c'est vraiment une injustice criante, contraire même au principe de l'égalité des citoyens en République. Moi, je pense que cet aspect-là, il fallait le corriger et c'est une bonne chose. Troisièmement, vous savez qu'en matière de droit du travail, les conventions internationales s'imposent aux différents États. Donc, ce sont des normes supranationales qui s'imposent donc au niveau de l'ordonnancement juridique interne des États. Donc, vous ne pouvez pas avoir une législation internationale qui est contraire à une convention à laquelle votre pays est parti. Donc, or, le Code du travail de 2008 disait qu'il n'est pas possible aux travailleurs de se réunir au sein de l'entreprise. Alors que la convention de l'OIT, je ne sais pas si c'est la convention 87 ou c'est la convention 89, je ne me rappelle plus bien, dit que les travailleurs peuvent se regrouper au sein de l'entreprise, mais à condition qu'il n'y ait pas donc de violence. Voilà. Donc, pour me résumer, le processus de fabrication de la loi, je suis d'accord en partie avec M. Tambela, doit être revu. Parce qu'il ne faut pas être là aussi en permanence à réviser des lois. Ça veut dire que le processus n'a pas été suivi. Ça veut dire que vous n'avez pas fait l'inventaire de l'existant, vous n'avez pas pris en compte tous les acteurs qui doivent être impliqués dans le processus. Et cet aspect-là, moi, je pense qu'il faut le corriger.
Je trouve que entre 2008 et 2022, on a combien d'ans? On a 14 ans d'intervalle. On peut dire que cette fois-ci, quand même, ça va. Alors qu'en 2004, comme il a si bien souligné, on avait déjà une loi du travail. Et en 2008, soit 4 ans après... Mais avec ce coup-ci, la relecture était actée depuis 2015. Donc si ça avait été effectif en 2015 ou en 2016, on serait peut-être dans un délai beaucoup plus court. Oui, je suis d'accord avec vous, mais sauf que le processus n'a pas encore abouti. Le processus n'a pas encore abouti, ça peut donner l'occasion, moi je pense qu'en la matière, ça peut donner l'occasion d'harmoniser les points de vue. Et quand ça va passer à l'Assemblée législative de transition, les acteurs qui n'avaient pas été impliqués avant que ça n'aille en Conseil des ministres, ces acteurs-là, on peut faire un rattrapage pour que ces acteurs-là interviennent au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on arrange définitivement cet aspect. Ceci dit, c'est un aspect, quand vous prenez une loi qui est bien faite, c'est un aspect du dispositif. Ça ne veut pas dire que cette loi-là seulement suffit à créer le bonheur ou bien voilà, à mettre le pays dans... Non, c'est un élément, mais si cet élément-là est déjà bon, on peut aussi regarder les autres aspects par rapport au plein emploi, par rapport à la productivité, voilà, pour permettre à notre pays de... Je considère que c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Maintenant, il faut impliquer le patronat, il faut impliquer les acteurs pour qu'on ait une loi vraiment définitive au bonheur donc de nos travailleurs. Merci. Mais je veux ajouter une précision. Rapidement, s'il vous plaît. Je trouve que sur ce point-là, le dossier techniquement a été bien élaboré. Maintenant, je veux que le ministre Bassolma, en plus des travailleurs là, il regarde aussi dans les établissements publics de l'État, parce que les textes juridiques qui sont là-bas aussi, vraiment, c'est pas simple. Voilà. En tant que ministre de la fonction publique, il n'a qu'à regarder voilà, pour les EPE également. D'accord. Voilà. Merci. Notamment pour les agents contractuels. Merci. Nous avons le deuxième intervenant donc en ligne. Seydou Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, allez-y pour votre contribution. Ok, merci. Voilà, je voulais commencer juste par une parenthèse, parce que la semaine dernière, j'ai tenté la ligne en vert, je ne peux plus la voir. Voilà, il y a eu un passage où M. Lengani disait que Mme Sankara pouvait se faire agresser parce qu'elle aurait, par rapport à ce qu'elle aurait dit concernant les propos du Premier ministre. Bon, j'ai trouvé que à ce niveau, il fallait beaucoup faire attention parce que ça peut être des propos qui valent incitation à commettre certains actes répréhensibles. Donc, je voulais lui demander de la modération à ce niveau. Maintenant, il y a le frère Moussa, voilà, qui, par rapport à un exemple qu'il a voulu donner à Kaya, l'exemple comment il faut dire ça, de la prostitution. Tel qu'il a dit, moi, je suis un peu tombé de nuit. Mais j'ai trouvé que ça prouve aussi, ça montre ici un peu la faillite ou la démission totale de l'État. Parlant de ça, on peut parler de désengagement ou l'échec de la mission sociale de l'État. Parce que on sait que dans notre pays, on a accueilli des réfugiés. Et ces réfugiés-là, en tout cas, sont aux bons soins et de l'État et de la communauté humanitaire. Alors, nulle part, je n'ai jamais entendu que dans ces camps de réfugiés-là, voilà, il y a la prostitution parce que les gens n'arrivent même pas à se nourrir. Alors, si nous, nos propres éléments, nos propres déplacés internes, nous n'arrivons pas à les nourrir au point qu'ils partent se prostituer pour pouvoir avoir de la nourriture, sincèrement, ça, c'est un échec. Et c'est un échec total. Et là, en tout cas, j'interpelle l'État par rapport à ça. Maintenant, par rapport à mon sujet même, c'est... Oui, les visites du président au Niger, oui, bon, ça c'est tout à fait normal, comme les autres l'ont déjà dit. C'est à la limite, c'est comme si ça tend vers une obligation, et lorsqu'on ne fait pas la visite, c'est comme si, bon, on était à côté tiré. Alors, même si on est à côté tiré, il faut faire semblant, voilà, sur le plan diplomatique. Et là, j'apprécie ça. Mais ce qui a été dit autour de ça, en tout cas, là, je m'interroge. Quand on dit que M. Blaise Compaoré a un carnet d'adresses, à des réseaux qu'il pourrait activer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, moi, je ne crois pas, parce que je me dis, il y a deux choses. S'il a ces réseaux et qu'il pouvait activer, et qu'il pourrait à tout moment activer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il aurait dû le faire depuis fort longtemps. C'est-à-dire voir ce pays qu'il semble-t-il a chéri, sombrer de cette façon, sans pouvoir poser un acte allant dans le sens
de la lutte contre le terrorisme, moi je trouve que c'est non-assistance à personne en danger. Monsieur Ouédraogo, Blaise Compaoré a envoyé plusieurs lettres à Roch-Marc Christian Kaboré pour apporter sa contribution. Non, je crois que cette lettre-là, quand il a envoyé cette lettre-là, c'était plutôt pour se défendre. Voilà, parce que il se sentait accusé, donc il a voulu se défendre. Sinon, il n'a pas appelé expressément à dire qu'il pouvait, même si le président Roch ou d'autres personnes n'étaient pas disposés à accepter lui sa propre médiation, mais lui, il pouvait entamer de façon parallèle parce qu'il a connu des réseaux, comme vous l'avez dit sur le plateau, voilà, il a des réseaux qu'il pouvait activer. Donc, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Maintenant, par rapport au Rwanda, oui. Non, moi je dirais qu'au Rwanda, là, ce n'est pas la justice transitionnelle. C'était des tribunaux spéciaux. Ils avaient organisé des tribunaux spéciaux pour dire que tout le monde est passé pratiquement par la case justice. Et c'était des tribunaux spéciaux, et on les appelait, je crois, les gachacha. Alors donc, il ne faut pas ignorer l'importance de la justice. La justice est le ciment. Vous savez, on a tant reproché au pouvoir du bloc comparé le manque de justice, l'impunité. Alors si on va dans le sens de rendre justice, moi je pense qu'il faut applaudir, mais plutôt il ne faut pas encourager M. Damiba à emprunter ce pas. Voilà ce que je voulais dire. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, M. Ouédraogo, pour votre contribution. Une réaction rapide. Oui. Oui, d'accord. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'il a dit concernant les gachacha. Il faut faire très attention. C'est un sujet que je connais très bien parce que j'ai travaillé sur ce sujet-là pendant des années au Rwanda, là-bas sur place. Effectivement, parce qu'il y avait un choix politique à faire et Kagame était très clair. On avait pratiquement environ 1 million de présumés génocidaires. Et la question qui s'est posée, il dit, mais qu'est-ce que je fais de ça ? Et surtout que c'est des jeunes qui peuvent encore travailler. Et après étude, il s'est rendu compte que si on devait utiliser la justice ordinaire, il fallait au moins 1 siècle pour évacuer le contentieux du génocide. Si on voulait utiliser la justice classique, il fallait au moins 1 siècle. Donc qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait dire la vérité, rendre justice aux victimes et surtout faire du bourreau le réparateur du tort qu'il a commis. Donc à partir de ce moment, il a eu effectivement ce qu'on appelle les gachacha, qui consistait à demander aux bourreaux d'avouer leurs crimes, donc de dire la vérité, d'identifier où les victimes ont été enterrées pour que les familles puissent récupérer les corps, leur donner et puis faire leurs funérailles en bonne et due forme. Et à partir de ce moment, les personnes qui étaient déjà en prison pendant plusieurs années en détention préventive, certaines personnes ont été libérées pour travailler pour la communauté, en passant effectivement par une école où on leur apprend le vivre ensemble, etc., etc. Donc je peux comprendre que le cas du Rwanda et le cas du Burkina sont totalement différents, mais est-ce qu'il n'y a pas des leçons à prendre là-bas? En tout cas, il y a eu plusieurs missions burkinabées au Rwanda pour s'enquérir de leur expérience. De leur expérience. Et on a eu aussi, non loin du Rwanda, le cas sud-africain aussi. Donc autour de nous, il y a des expériences. Je ne dis pas de faire du copier-coller, mais on peut, par rapport à la spécificité, voir un peu qu'est-ce qu'on peut prendre chez le voisin et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et pour moi c'est mon inquiétude, c'est-à-dire que le Burkina Faso aujourd'hui est bipolarisé. À tel point que vouloir équilibrer son discours, vouloir nuancer les choses, tu es pris à partie. Donc tu es avec moi ou tu es contre moi. Si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Et il n'y a pas d'autre débat. Et on ne va pas construire le Burkina Faso comme ça. Donc je pense que personne n'a le monopole de l'amour de la patrie, même si nous avons des points de vue divergents. Donc au-delà de nos querelles, la question que ce que je dis, c'est de voir comment on peut mener la réflexion pour essayer de trouver des passerelles. Parce que tant qu'on ne communique pas, tant qu'on n'accepte pas de tourner la page, je ne dis pas de tourner la page n'importe comment, mais tant qu'on ne va pas tourner la page, on sera toujours en train de regarder derrière, de regarder les blessures, de tourner le couteau dans la plaie, et pendant ce temps, nous n'avançons pas. Ou bien nous allons avancer, mais pas dans le sens que nous voulons. Merci beaucoup, M. Sawadogo. Nous avons un autre intervenant en ligne. Monsieur Bayala, bonjour. On vous revient. Bonjour, monsieur. Allez-y pour votre contribution.
Voilà, je voulais parler sur la visite du président à Abidjan. Allez-y. On vous écoute. Voilà, donc je disais que c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal que le président puisse visiter les pays voisins et qu'on appelle harmoniser les stratégies ensemble. Et j'aimerais vraiment dire au Burkinabé de ne pas vouloir une chose et son contraire. Donc, je m'explique. Par exemple, sur le cas du président Compaoré, vous ne pouvez pas dire qu'un président qui va diriger un pays pendant 27 ans ne peut pas avoir de carnet d'adresse. Quand on a annoncé l'arrivée de la rencontre des chefs d'État, on entendait des gens dire que non, que le président devait demander pardon d'abord. Maintenant qu'il est venu demander pardon, on trouve que ce n'était pas la bonne manière. Mais qu'est-ce que nous voulons à la fin? Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Donc, pour pouvoir avancer, il faut vraiment se pardonner et puis pouvoir avancer. On essaie de comparer les transitions entre le Burkina et le Mali. Non, on ne peut même pas comparer la transition burkinabé à la transition malienne. Tout simplement parce que la transition malienne est venue trouver que le peuple malien était soudé. Ils ont tout fait et les militaires sont venus prendre. Et ce peuple-là est avec le pouvoir. Aujourd'hui, quand la transition essaie de faire quelque chose, il y a des gens qui essaient de contourner, aller dire le contraire. Comment est-ce que vous pouvez avancer dans cet état-là? Et on dit que non, que la réconciliation n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. C'est tout faux. Tant que vous n'êtes pas ensemble, si moi je suis contre le président, pourquoi est-ce que je vais donner des renseignements? Puisque je suis appelé, je veux qu'à ce qu'il échoue. Parce que je me dis que non, que peut-être que moi j'ai la possibilité de quitter le pays si ça choque. Mais il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas de Burkina. Le Burkina appartient à tout le monde. Et tout le monde doit travailler à ce que vraiment le Burkina puisse s'en sortir. Merci beaucoup, M. Bayala. Je vais revenir un peu sur celui qui a intervenu tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Bayala. On est un peu pris par le temps. Merci pour votre contribution. Lengani, finalement. Deux réactions. D'abord, je me permets de dire qu'un de l'avant-dernier intervenant est un spécialiste en procès d'intention. Parce qu'on était tous les quatre ici, tous les cinq ici. Est-ce que quelqu'un se souvient que j'ai dit ce qu'il a dit, à savoir que Mme Sankara risquait d'être agressée pour ses propos? Personnellement, en tout cas, je ne me souviens pas avoir dit ça, ni même dit des propos qui vont dans ce sens-là. Donc, ensuite, sur la question du carnet de Blaise Compaoré, pour une fois, je vois un Gouroussi qui est intelligent et qui dit la vérité. C'est Bayala. On va plus non, c'est Bayala. Sur cette non, c'est la parenthèse plaisanterie que j'utilise pour dire que bon, son intervention est vraiment très brillante. Bon, on ne peut pas ne pas revenir sur ces questions, parce que c'est des questions de fond. Comme l'a dit Moussa, c'est des questions, tant qu'on ne va pas tourner la page de manière intelligente, on va rester toujours à regarder dans le rétroviseur. Et ça n'arrange pas le Burkina Faso, mais ça arrange des gens qui en ont fait leur fonds de commerce. C'est une réalité. Merci. À présent, on ne peut pas dire que le président Blaise Compaoré n'a pas offert ses bons offices. Il l'a fait à plusieurs reprises. Malheureusement, comme le dit votre intervenant, la lettre n'a lui pas été adressée. Donc il ne peut pas en connaître le contenu. Et ce n'est même pas une seule lettre, c'est plusieurs lettres. Et dès lors que le président qui était en exercice a déjà indexé Blaise Compaoré comme étant le responsable des tueries, du terrorisme, il l'a dit de manière ouverte, de manière claire, comment lui il voulait que le président Compaoré puisse intervenir si ce n'est pas en faisant très attention. D'accord, merci Lengani. On va aller à présent sur la question liée au code du travail. Oui, là, moi je lis avec Bassorma, je lis de tous ceux qui l'ont plus ou moins vilipendé quand il a été nommé ministre, à savoir que voilà un ancien syndicaliste qui devient dans la politique, etc. Bon, aujourd'hui, Bassorma Bazé apporte la preuve qu'ici on est patriote, on peut servir son pays à tous les postes où on est utile. On peut avoir été syndicaliste, un très bon syndicaliste, et être un très bon gouvernant. Ce n'est pas antinomique. Et les gens qui, bon,
qui, par étroitesse d'esprit, s'en sont pris à lui, même au niveau même du monde syndical. Je trouve qu'aujourd'hui, ils doivent battre leur coude et reconnaître au monsieur d'avoir bien jugé et de faire un bon travail. Maintenant, il y a des avancées qui sont faites. Comme les uns et les autres l'ont dit, il faut stabiliser ça. Et je vais prêter un mot à Maître Tambela. Je crois que quand tu parles d'inflation des textes, c'est plutôt d'instabilité des textes. Sinon, inflation, c'est comme s'il y avait plusieurs corps de travail qui venaient. Oh non, c'est le même corps de travail qui est instable, qui est révisé à tout. Si je me trompe, il n'y a qu'à... Donc, je pense qu'effectivement, il y a un bon travail qui est fait. Il faut effectivement élargir l'assiette, les discussions, mais il faut aussi se dire qu'on ne va jamais trouver un texte qui plaise à tout le monde. Forcément, dans la mise en œuvre, il va y avoir quelques difficultés ici et là. Merci beaucoup. L'Ingano est vraiment pris par le temps, maître, parce qu'il y a aussi cette autre actualité qui a marqué la semaine, c'est l'arrestation du militant du Balai citoyen Olo Mathias Kambou. Il a finalement été déféré à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Il est accusé d'outrage au chef de l'État. Alors, maître, Olo Mathias Kambou mérite-t-il son sort? Bon, il faut dire que c'est assez complexe. Hein. Rapidement, en 30 secondes, tour de table, on n'a vraiment pas le temps. Parce que dans ce dossier, tout le monde a fauté. D'abord, Olo Mathias Kambou, parce que ce n'est pas de cette façon qu'on s'adresse à quelqu'un, même un simple citoyen, donc encore plus à une autorité. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord ensemble, mais il y a des façons de s'exprimer, n'est-ce pas, qui traduisent le respect qu'on a vis-à-vis de la personne, même si on ne partage pas ses idées, voilà, avec une certaine courtoisie. Maintenant, le deuxième élément, moi je pense que cela ne méritait pas qu'on l'arrête. Cela ne méritait pas parce que moi je ne sais pas quelle est l'infraction qui lui est reprochée. Outrage au chef de l'État. Oui, mais écoutez, est-ce que c'est une infraction qui relève du code pénal ou bien est-ce que c'est une infraction qui relève du code de l'information, de la presse? C'est ça le problème. Non, il n'est pas de la presse en tout cas. Non, mais c'est dans le cadre d'un média. D'après ce que j'ai appris. Dans le cadre, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il a été d'abord entendu par la brigade de la cybercriminalité. Ah d'accord, ok. Parce que sur les sports, on a fait passer, n'est-ce pas, une interview qu'il donnait à Radio Omega. Non, il a été certes arrêté après son émission chez nos confrères de Radio Omega, mais ce qui lui est reproché, c'est par rapport à ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Facebook. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le cas de Naïm Touré, sous le régime de Roch-Marc Christian Kaboré. C'est à peu près la même chose. Voilà. Bon, cela dit, moi je pense que, vous voyez, l'autorité a donné plus d'ampleur à ce qui a été fait par rapport à la réalité. Nous, on a appris tout cela parce qu'on a voulu l'arrêter. Si on l'avait ignoré, par exemple, moi je ne l'ai pas appris. Vous avez sur ce plateau même que je ne savais pas. D'accord, merci beaucoup, maître. Nous allons donner la parole à M. Savadogo rapidement. D'accord. Quand on pose un acte, il faut voir le résultat. Est-ce que Olo Mathias est capable d'être une menace pour le régime en place? Je dis non. D'accord. Merci beaucoup, maître. D'accord. Je ne vais pas revenir sur ce que maître a dit, mais juste rappeler que je pense qu'on est tous d'accord que la manière dont M. Kambou s'est adressé au chef de l'État, on est tous d'accord qu'il est allé un peu loin. D'accord. Maintenant, la manière de réagir aussi, la procédure d'arrestation et tout, je pense qu'aussi il y a des choses à dire au niveau du gouvernement et surtout au niveau de l'appareil judiciaire. Mais moi, au-delà de tout ça, ça m'amène à une autre réflexion. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce que tout ça relève de ce que moi j'appelle l'incivisme. Et j'ai l'impression qu'au Burkina Faso, l'incivisme est en train de devenir la chose la mieux partagée. Depuis quelques années, ça a commencé banalement dans des écoles, les élèves qui agressent les professeurs, les enseignants, on brûle le drapeau national dans les écoles, on brûle la voiture des enseignants, on commence à insulter le chef de l'État, on ne respecte plus le feu rouge, quelqu'un traverse la route, tu cries sur lui, tu ne fais pas attention, il vient incendier ta voiture et tout. J'ai comme l'impression qu'on est en train de rentrer dans une ère où c'est l'incivisme qui semble régner au Burkina Faso. Donc je pense qu'au-delà des affaires particulières de Kambou ou d'autres personnes, moi je pose la question de l'incivisme de façon générale dans ce pays-là. Et il faudrait qu'on fasse attention. Et je pense aussi qu'il revient à l'État de restaurer l'ordre. Merci beaucoup, Moussa Savadogo. Rapidement, Diallo, en 30 secondes. Oui, c'est une affaire qui est déjà entre les mains du pouvoir judiciaire. Je pense que le pouvoir judiciaire, sur la base
donc des pièces du dossier, avisera et rendra donc son verdict. Je ne vais pas rentrer me mêler d'une affaire qui est déjà pendante en justice. Ceci dit, quand on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est à la fois par rapport au pouvoir politique, mais aussi c'est par rapport aux citoyens eux-mêmes. La justice n'a pas à recevoir de pression de qui que ce soit du pouvoir politique ou même des simples citoyens. Moi, je pense que dans le cadre donc, de la collaboration des pouvoirs, il faut éviter les confrontations entre pouvoirs. Je pense que le pouvoir exécutif gagnerait à policer un peu ses rapports avec le pouvoir judiciaire, parce qu'en réalité, c'est des pouvoirs qui peuvent travailler en tandem pour le bien-être de notre peuple. Merci beaucoup. Rapidement, Lengani. Que dire de plus, sinon effectivement, il faut... M. Olo a fauté, il doit répondre, la justice l'a... M. Olo Kambou. M. Olo a fauté, la justice l'a alpagué, il doit répondre de ses actes, et je suis tout à fait dans cette dynamique-là. Mais je dis, moi, c'est les réactions, même autour de M. Olo. Je pense qu'on fait une très mauvaise affaire à M. Olo en traitant le sujet de la manière que le balai citoyen ou certaines organisations ont pris ça. Moi, je pense qu'il faut travailler plutôt à apaiser, à travailler pour qu'on comprenne éventuellement le contexte dans lequel M. Olo s'est exprimé pour lui trouver des circonstances atténuantes. Sinon, la faute est évidente. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Non. Quand on arrête quelqu'un, qu'on ne sache pas pendant plusieurs heures ce qu'on lui reproche, on ne sait pas où il est, ils sont quand même dans leur droit de se poser des questions. Il peut se poser des questions, mais organiser une prétendue marche sur une caserne militaire en quelque sorte, mais vous vous exposez à n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé à ceux qui sont partis. Oui, et je dis, au-delà de ça, j'ai vu qu'on a parlé de l'intervention. Les gens sont heureux aujourd'hui, ceux qui sont du côté de M. Olo, ils sont heureux que de la France, M. Mélenchon ait condamné ce qui s'est passé. Les mêmes individus qui crient, quand c'est Macron, à l'intervention de l'impérialisme français, ils sont tout heureux de voir des marginaux en France intervenir dans la vie, dans le fonctionnement de nos États. Ça, c'est aussi inacceptable, inadmissible. Mais un bémol, quand même un Merci. bémol. Oui, et je suis d'accord que peut-être que le fait que le balai citoyen sorte aller manifester, on peut avoir plusieurs lectures là-dessus. Mais je pense qu'il revenait à l'État d'autoriser ou de rejeter cette marche-là. Et l'État avait tous les moyens d'empêcher légaux pour que cette manifestation n'ait pas lieu. Mais le problème ici, c'est qu'une OSC qui vient de je ne sais d'où, au nom de je ne sais qui, avec quel pouvoir, qui lui a donné ce pouvoir, de venir empêcher que d'autres citoyens manifestent. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est à condamner. Oui, très rapidement. Monsieur Saodogo, je ne sais pas si vous êtes au Burkina Faso en 2014. J'étais là. Vous étiez là. Aux heures chaudes même. Et vous avez vu comment, par exemple, des organisations comme le balai citoyen organisaient de manière illégale des poursuites, même, on a même organisé des concerts devant les domiciles des députés. J'en viens. L'État est resté amorphe, n'a rien fait. À l'époque, j'ai écrit, c'est toujours là pour dire que ce n'est pas normal que l'État laisse ainsi pourrir la situation. Je l'ai écrit. Et au jour d'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Dès lors qu'on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des mouvements qui s'organisaient pour aller faire pression sur la justice, l'État devrait prendre des mesures concrètes pour empêcher tout le regroupement. Ça, je pense, c'est le devoir de l'État. C'est son rôle. Bon, maintenant, on quitte ce domaine-là. L'État ne l'a pas fait. Je trouve qu'il n'y a pas de raison. Si on ne condamne pas que des organisations appellent à manifester contre les institutions de l'État, il est tout à fait, politiquement, tout à fait respectable et acceptable que d'autres citoyens s'organisent et disent non. Ah, mais ça, nous c'est très grave, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne pourrait pas encourager cette dynamique sur ce plateau. Si, et je vous dis, il pourrait le faire, mais dans d'autres cadres bien donnés, pas forcément sur le même lieu. Oui, votre plateau me donne ma liberté d'avoir mon point de vue. C'est ce que je pense. Oui, mais dans la limite et si c'est le cas, aussi. et je le dis même en 2014, s'il y avait eu en face de ceux qui faisaient la chienlit par rapport à la République, des réactions des citoyens qui disaient qu'ils ne sont pas d'accord, 2014, le coup d'État de 2014 n'aurait pas eu lieu. Et ça veut dire que je suis prenant l'égalité, oui, en prenant compte des positions de l'autre. Oui, prenant leçon de ça, je dis à la transition de ne pas permettre l'installation de la chienlit. Sinon, effectivement, de part et d'autre. Sinon, je suis tout à fait politiquement, on est véritablement normal que des gens viennent en face dire qu'on n'est pas d'accord. Merci beaucoup. Avant de nous
nous quitter véritablement, nous marquons une halte ce matin pour rendre un hommage mérité à un confrère qui nous a été arraché à l'affection ce 10 septembre. Paul Mikirwamba a été journaliste dans plusieurs médias, dont BF1. C'est d'ailleurs lui qui a animé le premier numéro de ce programme télévisuel dénommé à son temps Rétro Presse, devenu plus tard Presse Éco. Toutes nos pensées à sa famille biologique et à sa famille professionnelle. Fin de ce numéro de Presse Éco. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah.